Bonjour, aujourd'hui on va parler de Soul Saga. Alors Soul Saga c'est ça, c'est 3 numéros qui étaient parus chez Génération Comics il y a fort longtemps, ça a démarré en 2001, ça s'est fini en 2003, hein. Il y a eu un gros gap entre deux numéros et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de parler de Soul Saga, on va peut-être parler de son auteur principal, à savoir Steven Platt, un artiste que j'aime beaucoup, qui est né à Manchester mais qui a été élevé au Canada, qui a des influences diverses au niveau du dessin. Il cite Mobius, il cite Jim Lee, Todd McFarlane, il cite Rob Liefeld, mais je pense que c'est surtout parce que celui-ci lui a mis le pied à l'étrier, enfin, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, Steven Platt, il a été découvert sur Moon Knight. Il a fait Moon Knight, la série devait se terminer. Ils ont embauché, Marvel a embauché un artiste qui n'était pas tellement connu, donc Platt. Euh, et ça a cartonné, en fait. Le style graphique a plu énormément. Rob Liefeld a tout de suite sauté sur Stephen Platt. On disait un petit peu que son style rappelait parfois Todd McFarlane. Bon, je suis pas tellement d'accord, mais admettons. C'est vraiment le style graphique typique des années 90 avec les mecs bodybuildés, les nanas. Enfin, l'anatomie, vous oubliez complètement, hein. C'est vraiment de la testostérone et des nanas hyper bien gaulées. Donc Rob Liefeld lui a mis le grappin dessus afin qu'il réalise quelques fill-in sur certaines séries et certaines covers. Puis, au moment de la relance de Prophet, il est arrivé au dessin sur Prophet. Alors, ça brille, c'est normal. Cette couverture de toute beauté de la relance de Prophet, voilà, elle est en métal. Enfin, métal, c'est un peu chelou, vous voyez derrière, hein, comment c'est. En plus de ça, vous voyez, c'est embossed, c'est-à-dire que c'est en relief. Et ça, on en reparlera, j'en aurai une vidéo dédiée plus tard, hein, quand j'aurai le temps de la faire surtout. Mais voilà, donc Steven Platt est arrivé sur Prophet, ça a cartonné au niveau du dessin, c'est hyper classe. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, hein, c'est vraiment le style que j'aimais à l'époque. C'est-à-dire que bon, c'est un peu bas du front, mais c'est badass quoi. Donc il a réalisé Prophet. Après Prophet, il a fait quelques autres titres, notamment X-Force Youngblood, qui était le crossover entre X-Force et Youngblood, la série de Rob Liefeld. Donc là, il dessine aussi l'intérieur en compagnie de Dan Fraga, enfin tous les artistes de l'époque. C'est un peu moins beau, un peu moins travaillé, je trouve, que ce qu'il faisait sur Prophet. Voilà. Ça existe en VF, hein. C'était dans la collection Marvel Crossover dans les kiosques chez Panini à l'époque. Je crois que celui-ci il est en VF, hein. Juste après ça, Rob Liefeld lance sa nouvelle maison d'édition, à savoir Awesome Entertainment avec Jeff Lobb. Il relance une nouvelle série fighting américaine qui s'appelle Dogs of War, qui connaîtra 3 numéros. Alors j'ai pas les 3 numéros, j'en ai que 2. Sous couverture de Ian Churchill sur celle-ci, donc c'est le premier numéro. Mais c'est bien Stephen Platt qui est je sais pas si on est Stephen ou Steven ou Steven, qui est bien en crayon là-dessus. La couverture elle est de lui là, de Platt. C'était plutôt classe. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir le numéro 3. J'ai cherché, j'arrive pas à le trouver seul. En fait, on trouve toujours la série en complète en 3 numéros. Mais moi, j'ai que les 2 premiers. J'arrive pas à trouver le 3 tout seul. Si vous avez un plan pour récupérer le 3 tout seul de Dogs of War, je suis preneur. Donc, Fighting American. Suite à ça, ça a fait faillite. Awesome, hein, on connaît l'histoire avec Rob Liefeld. Ça a fait faillite. Donc, du coup, il s'est retrouvé à aller travailler de nouveau chez Marvel. Il a fait notamment la série Wolverine, il a travaillé sur la série Wolverine, il a fait un one-shot, là c'est un one-shot hein, pour le coup, qui s'appelle Wolverine Cable Guts and Glory, donc des guts, des boyaux et de la gloire, enfin surtout du courage en fait, hein, les guts c'est vraiment le courage. Avec un style graphique parfois sympa, voilà, son Wolverine là il est cool, mais dès qu'il met le costume, voilà, là la tête c'est juste pas possible, hein. Donc Wolverine and Cable, puis enfin il s'est dit je vais me lancer dans mon Creator Owned sous l'impulsion de Richard Lichtner de la boîte Liquid. Et donc ce Creator Owned c'est Soul Saga. Donc Soul Saga c'était 6 numéros. En fait il y a une petite particularité, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 numéros parus aux États-Unis. Le 6e numéro il est inédit aux États-Unis, il est sorti que en Europe. C'est un peu la particularité du truc. Je vais pas vraiment revenir. Alors après Soul Saga, Platt va arrêter
plus ou moins les comics, il va faire quelques variantes cover par-ci par-là. Il va surtout travailler pour le cinéma, il va être storyboarder pour le cinéma, notamment sur les films Iron Man, Ghost in the Shell, Amazing Spider-Man, et bien d'autres. Il est toujours employé à la fois chez Paramount, enfin Paramount maintenant, et chez Marvel, voilà. Il fait toujours des storyboards. Mais ça, c'est après Soul Saga. Soul Saga, c'est vraiment son dernier travail complet, à savoir artiste sur les covers et sur les intérieurs. Donc, je vais pas trop vous en parler de Soul Saga parce que franchement, c'est un peu badoucheron et pas hyper intéressant. C'est un mec, c'est de la dark fantasy, hein. C'est de la dark fantasy avec un personnage qui s'appelle Aries Oban, qui va se découvrir, qui est juste un guerrier. Il y a deux factions, alors ça mélange la magie et la technologie. Il y a deux pays qui s'affrontent, et lui, ça va être un peu l'élu dans l'histoire, hyper bateau, mais c'est prétexte à avoir vraiment des très jolies pages. Hop, des trucs qui sont plutôt classe. Donc ce premier numéro est sorti en novembre de 2001, ouais, ça fait 20 ans, tiens, pile. Ça coûtait 25 francs parce qu'à l'époque on parlait encore un petit peu en francs. Et à l'intérieur vous avez les deux premiers numéros américains, du coup les deux premiers chapitres américains. Je vous disais, je vais vous montrer des images que c'était plutôt beau. Voilà. C'est très sombre comme on connaissait à l'époque. Enfin moi j'aime beaucoup le trait de plate là-dessus. Donc le premier numéro il date de novembre 2001. Le second arrive en janvier 2002, voilà, sous une couverture de Michael Turner. Faut dire que Soul Saga aux États-Unis, les 3 premiers numéros étaient publiés par Topco, puis c'est passé directement sous Image Comics sans que le logo Topco apparaisse de nouveau. Je pense qu'ils ont pris leur indépendance à ce niveau-là. Donc le deuxième n'est plus à 25 francs mais à 3,81 €, ce qui était l'équivalent de 25 francs à l'époque. Toujours chez Génération Comics. Alors Génération Comics à l'époque ils tentaient vraiment des trucs, hein. Il n'y avait pas que du Marvel, vous allez dire aujourd'hui non plus, hein. Ils ont effectivement d'autres maisons américaines qui sont éditées chez Panini, mais Génération Comics donc c'était un label de chez Panini qui tentait des trucs qui venaient de chez Image et parfois d'autres titres indépendants genre Painkiller Gel, etc. etc. Je suis en train de chercher le nom de ces Painkiller Gel et je sais plus, une série de Joe Quesada, pareil, il faudrait que j'en parle un jour, je les ai là, avec ce pompier qui était pyromane, enfin, pompier qui se transformait qui avait des pouvoirs de feu. Vous allez retrouver le titre dans les commentaires. Donc Soul Saga, le deuxième sort en janvier, on nous annonce la suite. Alors ça déjà, ça m'agace un petit peu chez Panini quand ils font ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez 2 pages, ils n'avaient plus de place, boum, ils les ont réunis sur une page comme ça. Enfin, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Surtout quand les pages sont dessinées par Plate, c'est vraiment... Bon, c'est pas les plus belles pages de Plate, mais c'est vraiment dommage de faire ça. Donc le prochain numéro était annoncé pour mars, voilà, c'était annoncé ici pour mars 2002. La couverture était de Joe Madureira, c'était une couverture variante du numéro 1 en fait, hein, qui allait être réutilisée. Mais il y a une petite particularité, je vais vous montrer des pages plutôt cool de Plate. Voilà, le petit harem du démon là, ça c'est pas mal, hein. Je suis désolé avec le reflet, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, donc le numéro suivant était annoncé pour mars 2002, sauf qu'au final, aux États-Unis, là-dedans vous aviez les numéros 3 et 4. Aux États-Unis, ils se sont arrêtés au numéro 5. Voilà. Aux États-Unis, il n'y a que 5 numéros de Soul Saga qui sont sortis. Il y a effectivement un 6e numéro qui est sorti, mais seulement en Europe, par. C'est Panini en fait qui a fait une demande auprès de Steven Platt pour avoir un 6e numéro afin de sortir et de finir la série, parce que sinon la série elle se terminait sur un cliffhanger con. Donc ce numéro 6 n'existe pas en anglais en version physique, il existe en anglais maintenant sur Comixology par exemple. En version physique, il existe qu'en version allemande, française, italienne et polonaise. Ouais, pourquoi polonaise, j'en sais rien. Et c'est grâce à Panini, alors merci à Panini, que ce numéro existe. Il y a beaucoup, j'ai fait quelques recherches pour préparer cette vidéo, il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas au courant qu'il y a un numéro 6, il y en a certains qui ont découvert ça sur des forums, et il y a des mecs qui vendent ce numéro-là une fortune aux États-Unis parce que le numéro 6 américain n'existe pas. Et donc dans le numéro 6, il est aidé par Alejandro Garza, qui travaillait également chez Liquid, donc Liquid, la maison d'édition qui s'occupait de Soul Saga et de F Proto Mecha, la série également de Lichner,
je suis un peu confus, pardon, et de Alejandro Garcia, mais on reconnaît directement. Alors c'est pas écrit dans l'édito au début qu'Alejandro Garcia signe quelques pages, mais clairement ça se voit, hein. Là c'est plus du tout du plat, hein. Donc on a une vraie fin, inédite en France, enfin inédite aux États-Unis et qui est disponible que en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne. Et bah c'est plutôt cool. Alors vous voyez aussi qu'il y a une différence au niveau de la couverture, c'est-à-dire qu'en fait, entre ce numéro-là qui est sorti en janvier 2002 et celui-ci qui est sorti en décembre 2003, vous imaginez, il y a quasiment 2 ans, je dis pas de conneries, 2002, ouais c'est ça, il y a quasiment 2 ans. La couverture est pas la même, là c'est une couverture brillante et là c'est une couverture mate, parce qu'en fait entre temps Panini avait changé d'imprimeur. Voilà, pour la petite histoire. Donc là on est sur du 3,85 €. Que vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois pas grand chose. Oui, alors Génération Comics à l'époque, ce qui est rigolo c'est quand on regarde l'éditorial, c'est des noms qu'on ne connaît plus. Donc là il y a François Villain et il y a Georges Lavagnac. On se demande qui sont devenus ces gens. Et c'était vraiment l'époque où Génération Comics, pour moi, était un bon éditeur en kiosque, et il tentait des trucs. Et c'est vrai que Génération Comics, donc Panini, depuis quelques années, Panini, moi je le reconnais plus, ce précurseur du comics Marvel et qui proposait aussi d'autres choses. Euh, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et je me demande ce que sont devenus ces gens, François Villain et Georges Lavagnac. Voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Si vous voulez voir un peu plus de Steven Platt, il faudra attendre la vidéo sur Prophet. Et oui. Si vous avez lu Soul Saga, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez aimé cette petite vidéo pour replonger dans le passé à la fois de Panini Comics et de leurs éditions de l'époque en kiosque. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et nous on va se retrouver bientôt. Ciao!